Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous pour ce 4e épisode de Radio Les Insolites. Je vous présente Abdellah Taya et Soufiane Henani qui sont à mes côtés à la résidence Think Tanger qui nous a été très gentiment prêtée par Hicham Bouzid. Je suis très heureuse d'être aux côtés d'Abdellah et de Soufiane. Je vais vous présenter très vite ces deux grandes figures du paysage culturel et civil au Maroc et en France. Abdellah Taya, tu es né en 1973 à Rabat. Tu as publié aux éditions du Seuil et tes livres sont traduits à l'international. Plusieurs de tes romans ont obtenu des prix littéraires. Tu es également réalisateur. Tu as adapté un de tes romans, L'Armée du Salut, en 2014, qui a remporté, donc le film, le Grand Prix au Festival d'Angers. Pour citer quelques-uns de tes romans, Le Rouge de Tarbouch en 2004, L'Armée du Salut donc en 2006, Une mélancolie arabe. Un peu avant, il y avait eu Mon Maroc, Le Jour du Roi qui a obtenu le prix de Flore en 2010, Un pays pour mourir en 2015, dont la traduction a obtenu le prix PEN America Literary Awards en 2021, Celui qui est digne d'être aimé en 2017, La vie lente en 2019, et le dernier roman que nous avons présenté il y a quelques jours aux Insolites, Vivre à ta lumière, donc en 2022, et qui vient en plus d'être sélectionné pour les concours de la rentrée littéraire française. Voilà qui nous réjouit. Soufiane Henani, tu es doctorant chercheur en sciences de la santé à la faculté de médecine et de pharmacie, à Rabat, je suppose, ou à À Casablanca. Tu es surtout connu pour ton activisme, et tu es un activiste indépendant pour les droits des personnes LGBTQI+, et tu es un chroniqueur queer, en plus de participer à la plateforme Open Shabab avec la maison d'édition marocaine En Toutes Lettres. Tu as créé en 2020 Machirojola, une plateforme alternative pour interroger les arcanes du masculin au Maroc et tenter de les repenser. Vous avez tous les deux participé au travail collectif de la publication L'amour fait loi, qui est sortie en plein confinement en 2020, en pleine action Covid, avec d'autres artistes. Je cite en vrac Sonia Terab, Hicham Tahir, Inès Boilou, Zeynep Fassiki, Ashraf Remok, qui était un travail collectif pour dénoncer les lois assez restrictives sur l'homosexualité, le fait de vivre avec une personne du même sexe sous le même toit, qui est toujours interdit au Maroc. C'est un livre qui a été une sorte aussi de pavé dans la mare au Maroc, parce que beaucoup de gens ont redécouvert une réalité avec des témoignages d'artistes, mais pas seulement, aussi avec des jeunes gens qui vivent ce quotidien de violence en fait, et de silence et de solitude. Je voulais vous inviter tous les deux parce que j'ai découvert vos deux noms sur ce livre collectif. J'ai envie de savoir comment vous vous êtes connus, assez rapidement, l'un et l'autre, et puis après on parlera de littérature. Je vais vous laisser la parole, et puis j'interviens de temps en temps quand vous avez envie ou besoin qu'on vous relance un peu. Merci à vous deux. Avec joie. Merci. Bonjour en tout cas. Bonjour. En fait, je crois avec Soufiane, on se connaît depuis des années sans s'être réellement rencontrés. Je crois en 2017, Soufiane était au Salon du Livre de Paris. Le Maroc était l'invité d'honneur et Soufiane travaillait à l'époque dans la librairie casablancaise, le Carrefour des Livres, qui s'était déplacé au Salon du Livre de Paris. Et donc Soufiane m'a dit plus tard qu'on s'est vu à ce moment-là, que j'ai même dédicacé un de mes livres pour deux livres. Un pour moi et un pour mon professeur. Mais méchant que je suis, il est sorti de ma mémoire et de ma tête. Son image, cette première rencontre est sortie de ma tête. Je revois tout ça, mais je ne revois pas Soufiane. Mais je suis très heureux en tout cas de l'avoir rencontré comme ça, par les livres, dans les livres, et surtout à travers un amour généreux, tendre, qui ne vient pas de moi, mais qui vient de lui. C'est quelque chose qui me touche énormément dans la vie, de trouver des gens que je ne connais pas par hasard dans les rues et qui d'avance ont de l'amour pour moi. C'est quelque chose qui me répare et je suis sûr que Soufiane
répare plein d'autres gens, pas comme moi. Oui, je te le confirme. Je te le confirme. Soufiane, alors ton premier souvenir d'Abdellah, puisque tu le connaissais avant qu'il ne te connaisse. Tout à fait. Donc en fait, on s'est rencontrés la première fois dans le salon du livre. Après, on a échangé par mail. Il y a 1 an, on s'est rencontrés et depuis, on s'est pas quittés. On se voit souvent et on se parle de beaucoup de choses, de la vie. On a commencé par les livres et maintenant on parle des choses beaucoup plus, donc de la vie, de la situation des personnes LGBTQ+ au Maroc, de la société, de la politique, de tout. Mais moi, en fait, pour parler d'Abdellah Taïa, il y a toujours un souvenir qui m'arrive. C'est le souvenir de cette rencontre avec un jeune marocain de Mohammedia qui vit en Belgique et qui est venu me voir un jour dans ma ville natale, El Jadida. Et du coup, on s'est vus, on s'est rencontrés, on a fait un tour dans la ville d'El Jadida. Et après, avant de partir, il a oublié le magazine tel quel. Et dans ce magazine, il y avait une interview de Abdellah Taïa où il faisait son coming out. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment déconnecté de la réalité sociale et politique du Maroc. Et donc, 1 semaine plus tard, je crois, j'étais à la maison tout seul et j'ai lu cette interview. Et je pense que cette interview, en fait, il a vraiment changé ma vie parce que voilà, j'ai connu un écrivain courageux qui parle ouvertement de son homosexualité, mais pas que de la liberté. En fait, ça a changé complètement ma perception de ce que je suis, ce que je serai au Maroc. J'ai compris que voilà, je pourrais aussi être engagé. J'ai eu une représentation qui me permettrait plus tard de m'engager dans la société. Et puis j'ai connu ces livres et donc pour moi Abdellah Taïa, c'est ça. Et ce qui est génial, c'est que des mois plus tard, des années plus tard et des mois plus tard, j'ai connu d'autres gens qui ont le même vécu avec Abdellah Taïa. Et donc on partage cet amour et cette libération faite par Abdellah Taïa pour moi en tant que Mais jeune. là, quand les gens nous voient aujourd'hui, ils ont l'impression de connaître un couple, presque, je peux dire. Oui, mais en fait, on ne vit pas ensemble, les gens ont mais besoin de nous associer. Mais il y a c'est vrai, il y a un lien, je dirais, intergénérationnel qui s'ouvre. L'un s'ouvre à l'autre, on n'a pas besoin de trop d'introduction, il y a des ouvertures sans cesse. Tout le temps qu'on passe ensemble, on n'arrête pas de revenir encore et encore sur toutes ces choses qu'on a vécues l'un loin de l'autre, mais qu'on a vécues de manière pareille. Je suis sûr que plein d'autres jeunes lesbiens, transgenres au Maroc se reconnaissent même dans ce podcast, peut-être qu'ils sont en train d'écouter, et juste à travers le fait de savoir qu'il y a Soufiane et Abdellah qui se retrouvent de temps en temps, qui racontent lui ce qu'il a vécu au lycée, puisque son père lui a dit, le voisin, les gens qui te font du mal, comment dépasser le mal, ne pas laisser le poison tourner dans ta tête, de ton corps, l'extirper, le faire sortir du corps, toutes ces choses qu'on vit alors qu'on ne se connaît pas, et qu'on se dit, non pas pour un podcast ou bien pour une interview dans Le Monde ou la New York Times, mais pour nous, entre nous, toutes ces choses-là qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir dire à d'autres gens, on se les dit, parce que je pense c'est ça c'est ça le combat, je pense, déjà de Soufiane et de sa génération à lui, que tous ces silences dans lesquels moi j'ai vécu parce que je suis né en 73, j'étais petit enfant dans les années 70, adolescent dans les années 80, dans le silence, la peur, la non-existence totale et l'impossibilité qu'un jour je trouverai un lieu où juste m'exprimer ou un cœur qui va m'attendrir ou s'attendrir sur moi et m'aider. Or, cette chose impossible, Soufiane est en train de la réaliser à travers déjà ce qu'il est, à travers sa génération et à travers le podcast Machi Rojoula et à travers ce désir d'aller quand même vers ces gens et de leur expliquer malgré le fait qu'ils ne veuillent surtout pas entendre. Mais nous, on est là pour qu'ils écoutent malgré tout. C'est ça, oui. Tu parles de génération, c'est intéressant. Comment les personnes de ta génération, enfin de la mienne aussi, réagissent à l'écoute ou à la lecture de tes livres? Est-ce que tu as des retours ou est-ce qu'il y a une sorte de silence un peu consensuel? Il n'y a pas de retour? Non, il y a beaucoup de retours. Au contraire, depuis des années, voilà, je reçois énormément d'emails, mais pas pour faire des éloges
mais plutôt la plupart du temps, c'est des gens pour raconter ce qu'ils vivent, ils me demandent des conseils, est-ce que je dois faire Mikamina, est-ce que je dois le dire à mon père ou pas. J'essaie comme je peux de les protéger, de leur dire de se protéger et d'analyser le monde autour d'eux d'une manière très spécifique, de mesurer les dégâts qui peuvent arriver dans leur vie s'ils parlent d'une manière, surtout quand ils sont petits adolescents. Et que voilà, j'essaie d'entrer avec eux dans une réalité concrète et non pas leur donner des conseils, soyez libres, mettez-vous en danger, sortez, plutôt de penser avec eux ce que ça veut dire la liberté et la responsabilité et surtout ne pas se mettre en danger par rapport à des gens qui jusqu'à aujourd'hui, je le dis et je le répète, même de moi qui parle depuis 2006, même à moi, on me dit « tu ne casses la tête avec des histoires de pédalerie ». Ils ne veulent surtout pas entendre. Ils ne veulent surtout pas. Même, j'explique depuis 2006, on est en 2022, et des gens cultivés, des psychiatres, des profs, des écrivains, je ne parle pas du peuple, de la population, entre guillemets, comme certains disent, mais des gens qui sont censés comprendre sans que je leur explique. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui viennent et qui s'autorisent à nous arrêter. Donc quand des jeunes m'écrivent ou des lesbiennes ou des transgenres, j'essaie de leur répondre, non pas avec de la théorie ou bien, mais ce que c'est leur vie et concrètement qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'ils doivent dire et comment surtout qu'ils se protègent eux par rapport à tous ces gens qui ne veulent pas qu'ils existent. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de ça. Je suis tout à fait d'accord, oui, bien sûr. Oui, ça continue. Ils sont en délit en fait. Le problème c'est que voilà, quand on est dans ce statut individuel, on est dans une forme de délit au regard de la loi marocaine. De délit, et même les gens qui sont censés comprendre ou avoir juste de l'attendrissement pour la situation de ces gens, parce que les gens ils peuvent très bien facilement comprendre ce que doit traverser une petite transgenre ou une lesbienne, ce qu'elle doit vivre comme obstacle, comme cruauté permanente. Et pourtant, même ceux qui s'en sont comprendre, après qu'on leur a tout expliqué, on se rend compte qu'ils ne pensent pas à nous, qu'ils ne prennent pas en considération, qu'ils ne nous aiment pas. C'est ça qui fait mal. Ils ne nous aiment pas. Ouais. Je pense que pire que les ennemis, en fait, il y a les faux alliés. Les faux alliés sont très dangereux parce qu'en fait, les ennemis, je parlais de moi-même, j'ai appris à vivre avec eux et comment les éviter, même la loi. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a la loi, mais quand on arrive à se libérer, on arrive à même faire, je sais pas comment le dire, dribbler la loi, donc trouver nos safe space, nos espaces sûrs et tout ça. Mais après, les faux alliés sont très dangereux parce qu'en fait, ils nous disent qu'ils sont avec nous et souvent ils nous déçoivent avec des mots. Ils se permettent de nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, qu'il faut pas aller trop vite. Non, ça il faut le dire. Il faut pas, à un certain moment, il faut passer à autre chose. Et en fait, ils disent ça sans connaître vraiment le contexte dans lequel vivent les personnes LGBT, les pauvres, les prostituées, tout ça, ils se permettent de leur donner des leçons. Juste il y a une récupération. C'est des personnes qui sont en sol aussi, non? Non, je pense qu'il y a une récupération politique de tout. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas dans un domaine politique, et une fois qu'il accepte, lui, de s'associer à nous, il estime que c'est lui qui nous fait honneur. Et après que nous, on lui a donné un petit peu de notre amitié, au bout de 2 ou 3 mois, il va se permettre de nous dire à nous comment, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Et c'est là on se rend compte que c'est encore pire qu'un homophobe déclaré. Parce qu'à la limite, un homophobe ou un LGBTQ-phobe déclaré, c'est clair qu'il y a du racisme, du rejet. Mais quelqu'un qui, après un certain temps, après qu'il a construit avec toi une amitié, il va te dire ne dis pas ça, vive pas ça, fais attention à toi, j'ai peur pour toi, c'est-à-dire il te ramène presque au diktat du pouvoir et du système politique. Oui, c'est pire. C'est pire. Et il y en a beaucoup comme ça au Maroc, beaucoup de gens, beaucoup. D'ailleurs, parmi les Marocains et parmi les étrangers aussi qui vivent ici. Parmi les Européens, les Français, les Anglais et tout ça. Qui, une fois qu'ils sont ici, ils nous regardent comme si nous étions des bêtes exotiques. Ah, Abdellahtaya, elle est courageuse. Soufiane Henani, quel courage. Nous devenons ces bêtes de foire. Voilà. Et donc, il y a on nous butons contre cela encore. Je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages, dans l'amour fait loi d'ailleurs. Beaucoup de personnes LGBTQ+ sont revenues sur cette expérience, ce vécu de domination. Cette sorte de désillusion, parce que ça arrive très vite, il y a une désillusion. Et puis oui, il y a l'un des deux. Alors ça arrive en effet sur toutes les personnes qui se réclament d'une minorité et toutes celles et ceux qui les rejoignent
souvent c'est ce qu'on appelle les progressistes, et ces progressistes-là sont pas si courageux que ceux qu'ils défendent comme étant courageux. Bon, ça c'est un sujet où chacun doit faire son mea culpa. On peut revenir un peu sur le vivre à ta lumière, avec donc ce personnage absolument admirable de Malika. Tu commences ton livre, Abdellah, en disant que c'est à ta mère, hein, en fait. Voilà, tu as une phrase assez belle, je l'ai notée, mais je n'ose pas tourner les pages, sinon je vais faire du bruit, mais c'est quand même joli. Voilà. Et en fait, tu ouvres ton roman sur cette femme courage, qui se décrit elle-même comme un tigre, et tu ouvres en disant « Pour ma mère, Mbarka Lali, 1930-2010, ce livre vient entièrement de toi. Son héroïne Malika parle et crie avec ta voix. » C'est un très bel incipit, hein, c'est un très beau cri du cœur. Cette Malika, cette reine, moi je l'ai lue comme une forme d'incarnation du Maroc aussi, d'un Maroc voilà qui connaît la colonisation, qui connaît voilà tous les traumas qui sont liés au Maroc, son rapport avec la France, puisque Malika aime un homme qui s'appelle Halal, qui va tristement mourir dans la guerre d'Indochine, parce qu'en fait il s'est engagé dans la guerre d'Indochine pour lui permettre, il venait juste de se marier, d'avoir une belle vie, voilà, d'avoir une vie confortable, aisée, et en fait elle va le perdre. Ça va être le grand drame de la vie de Malika. Et donc Malika est non pas plaquée, je pense, mais très fortement inspirée de ta maman, de ta mère. Tu en as fait un personnage littéraire, donc on est passé d'une personne à un personnage. Et pour moi, c'est un de tes plus beaux livres. Hein. Voilà, il est vraiment magnifique parce que tout est incarné en 3 parties. Il y a 3 villes. C'est des villes importantes, je pense, dans ton histoire, dans ton arbre généalogique. Donc il y a Beni Mellal, Rabat et Salé. Pourquoi tu as attendu 10, presque 12 ans, plus de 10 ans, pour sortir ce livre? Je sais que c'est toujours très difficile d'écrire sur sa famille et de rendre littéraire des personnes de la vie réelle. Pourquoi tout ce temps? Pourquoi cette... Mais je dirais que d'abord, moi, en tant que gay, donc je suis né en 73, il n'y avait pas de figure LGBTQ+, qui pour m'inspirer, pour m'aider. En revanche, autour de moi, il y avait ma mère qui avait mis au monde déjà 8 enfants avant moi, et qui, dans la pauvreté totale, dans le rien dans lequel on l'a mise, elle et la famille, il fallait qu'elle se batte avec rien. Et nourrir des gens avec quasiment rien, parce que mon père était un chaouch, il travaillait dans la bibliothèque générale de Rabat, il préparait le thé à la menthe, il rangeait le livre et il les mettait dans les rayons. Mais quand il a pris sa retraite, mon père n'avait même pas 1000 dirhams. Donc ma mère, avec rien, de bled, de Tadla à Beni Mellal, elle a réussi à arriver jusqu'à Rabat et ensuite avoir une maison à Salé. Je ne sais pas comment elle a fait cette femme, c'est-à-dire que je n'avais pas moi besoin d'aller chercher une inspiration ni dans les livres, ni dans les différentes figures de l'histoire, ni chez Victor Hugo. La grande résistance, ni même Jeanne d'Arc. Il y avait devant moi tous les jours cette femme qui se levait tôt le matin, il fallait qu'elle réfléchisse comment faire ce pain pour 11 personnes tous les jours et aller le mettre dans le four. Et il n'y avait pas tout cela. Il fallait qu'elle aille après chez le boucher, encore le boucher, enfin de temps en temps chez le boucher, mais chez le marchand de légumes et tout ça, il négociait avec tout ce monde. C'était une négociation non pas d'une femme pauvre, soumise ou qui craignait ces gens. Elle y allait avec le rien et pourtant elle arrivait à négocier avec ces gens-là et à leur dire des choses qui faisaient qu'elle accédait à quelque chose. Donc j'avais devant moi quelqu'un qui incarnait totalement la résistance, l'émancipation, le leadership, la volonté d'y arriver malgré soi, programmer ses enfants à sa manière à elle, certes pas toujours démocratique, mais elle l'a fait. Et c'est ce qui fait que quand je suis arrivé plus tard à l'écriture, en fait, ma mère n'est pas seulement sortie dans Vivre à ta lumière, elle est là dès le départ. Oui, elle est dans beaucoup d'autres... Elle sort même dans ma façon d'écrire, dans le souffle avec lequel j'écris. J'ai écrit Vivre à ta lumière parce qu'elle est décédée en 2010 et j'estime que c'est du devoir de fils homosexuel que de porter sa mère mieux que les frères et les sœurs hétérosexuels qui, eux, vont s'engluer, si je peux dire, dans leur vie hétérosexuelle ennuyeuse et sans aucun relief, alors que moi, l'homosexuel dénigré, insulté, violé pendant des années, c'est moi qui vais faire de ma mère une héroïne, plus héroïne qu'elle ne l'était déjà, et avec elle, je suis moi aussi un héros. Ah, c'est bien dit. Qu'est-ce que tu penses, Sofiane, de ça? Bon, est-ce que vraiment tous les hétérosexuels ont une vie ennuyeuse?
Voilà, je fais un peu de la provocation, mais ils peuvent bien entendre un petit peu. Ouais, voilà. Oui, ça leur fait du bien. Pourquoi pas? Ça leur fait du bien. Je suis en train de réfléchir du coup à ma vie d'hétérosexuel. Je me dis tiens, est-ce qu'elle est ennuyeuse? Mais il sait de qui il parle, je pense. Il parle de l'hétérosexualité comme un système de domination. Tout à fait, oui. Non mais Et l'innocence de l'hétérosexuel dès qu'on se met à critiquer juste sa domination, qui va nous dire ah bon, de quoi parlez-vous? Oui. Toi, tu as lu ce livre, Soufiane. Qu'est-ce que tu as ressenti et pas pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que moi, il y a plein d'émotions qui me traversaient dans ce livre. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Voilà, tu es un jeune Marocain. Abdellah insiste souvent sur cette passation d'une génération à une autre. Mais cette mère, elle est un peu, j'ai envie de dire, elle est universelle pour beaucoup de Marocains ou beaucoup de personnes du bassin méditerranéen. Je pense que dans Malika, dans le personnage de Malika et dans Barka, il y a nos mamans toutes et tous. Moi, j'ai trouvé chez Malika ma maman que je ne voyais pas. Il y a beaucoup de choses que je lis dans ce roman qui se passaient autour de moi tous les jours et que je ne voyais pas chez ma mère. Et quand j'ai lu le livre de Abdallah, je me suis dit... d'ailleurs, c'était la première chose que j'ai faite. Après le livre, j'ai appelé ma mère, juste pour lui parler, juste comme ça. Parce que souvent, c'est elle qui m'appelle et moi, je suis là. Genre, je peux parler avec, je sais pas, une amie ou un ami, lui donner 1 heure de ma vie. Et dès que ma mère m'appelle, je lui parle 2-3 minutes. Et après, je vais lui dire, on se parle plus tard. Je pense que cette fois, après le livre, je l'ai appelé. C'était moi je l'ai appelé. On s'est beaucoup, beaucoup parlé. Et je pense que c'est ça la magie et le génie de ce livre. C'est qu'il nous réconcilie avec nos mères. Aujourd'hui, je trouve ma mère plus féministe à travers la mère d'Abdallah, je trouve que ma mère aussi est plus féministe que toute, c'est-à-dire à un moment de ma vie, je voyais Simone de Beauvoir plus féministe que ma mère et plus une mère que ma mère. Et je pense que ce livre, il vient pour nous dire, ouvrez les yeux, décolonisez-vous un peu, voyez le côté féministe dans nos mères. Je crois qu'il y a des gens, finalement, qui ont réussi à nous faire comprendre que nos mamans sont soumises alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Il y a beaucoup de détails, des fragments, des traces dans nos vécus qui nous montrent ça. Quand Abdallah parlait tout à l'heure de sa mère, mais ma mère est aussi comme ça. Ma mère me défendait devant mon père. C'est elle, c'est-à-dire quand mon père... Mais par exemple, quand mon père ne me laissait pas voyager, par exemple, il y avait tout le temps ma mère qui faisait du plaidoyer pour avoir cette liberté. Elle savait que je vais sortir en boîte, que je veux vivre quelque chose. On parle pas de cette chose, mais elle faisait tout pour me permettre cette chose. Et Malika, c'est ça aussi pour moi. C'est ça qui est terrifiant et triste au Maroc, en tout cas, c'est que toutes ces mères qui aujourd'hui à un moment donné deviennent vieilles et elles sont physiquement petites et le regard que le monde jette sur ces femmes comme si elles sont soumises, il dit les voilées, les analphabètes, les campagnardes. Et tout d'un coup, ces femmes-là, elles deviennent non seulement invisibilisées, mais sur elles se jette l'opprobre, l'ignorance de ceux qui ont été à l'université et qui doivent les porter telles qu'elles sont dans la vraie vie et qui viennent avec leur regard sociologico-intellectuel occidental expliquer à ces femmes ce que c'est la vie et la résistance et l'émancipation. C'est souvent leur mère aussi. Oui, non mais c'est ça. Alors que ces mères-là n'ont pas de leçons à prendre de personne. Elles ont traversé le temps, les villes, le pouvoir marocain, la colonisation. Elles ont combattu et elles ont nourri ces gens-là. Soufiane et moi je nourris personne, je ne file pas pour personne. D'accord, je fais des livres, mais on ne voit plus ces femmes-là dans toute la puissance de vie qu'elles ont. Et ce n'est pas à nous, ni à Soufiane, de dire à ces femmes ce qu'elles ont fait. C'est à nous de changer de regard, d'avoir honte de regarder ces femmes-là parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'université ou à l'école comme des analphabètes, parce qu'elles font de la sorcellerie, donc elles sont folkloriques. Nous sommes encore au Maroc, malheureusement, et ça on en parle souvent avec Soufiane, encore colonisés dans nos têtes parce que la France, en colonisant le Maroc, a changé le rapport des Marocains à leur propre réalité et nous a installés malheureusement dans une infériorisation qu'on n'arrête pas de se jeter l'un à l'autre tout le temps, même dans nos propres familles. Il faut commencer non seulement défendre les LGBT, les lesbiennes, les transgenres, les bisexuels et tout ça, mais en même temps aider nos mères à ce qu'elles nous voient réellement, est-ce qu'on sorte de ce regard colonial orientaliste qui pèse encore sur nous et entre nous. Et les pères dans tout ça?
Ah bah ils sont souvent démissionnaires, je n'ai rien d'autre à dire. Souvent ils fument et ils sont lâches et ils reviennent. Non, mais je ne sais pas qu'ils sont aveugles, je veux dire, ils sont tellement l'incarnation de ce que c'est le pouvoir machiste, hétérosexuel, hétéronormatif, qu'ils n'ont même pas besoin de réfléchir ce que c'est tout ça. C'est à nous malheureusement de faire la pensée pour eux. Et même quand on l'a fait pour cette pensée, ils ne veulent pas l'entendre. Non, il n'y a pas à dire, les pères sont démissionnaires et celui qui a dit qu'il faut tuer le père, il avait raison. Ouais, je pense que le jour où si on arrive à... C'est le patriarcat qui rend nos pères dangereux. Moi, quand j'imagine mon père sans le système patriarcal, je le trouve un homme gentil, que j'aime beaucoup. Il en a conscience, lui, ou pas? Vous arrivez à discuter de ça? Non, pas vraiment, malheureusement, parce que c'est comme ça, c'est la construction de la société. Mais moi, je déteste pas mon père, je déteste le patriarcat. Et je déteste le patriarcat pour ce qu'il a fait de mon père. Et de toute la société aussi, je pense que... Ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Je tourne la page, vous avez encore entendu une page, je regarde si j'oublie des choses. À la fin, je ne veux pas spoiler le roman parce que la dernière partie pour moi, c'est la partie de la réconciliation. C'est aussi une partie, les deux premières, c'est plutôt des monologues. Elle m'a beaucoup rappelé Molloy dans Beckett qui se rappelle sa vie, voilà. Et je sais que tu n'es pas un intellectuel et que tu rejettes les références intellectuelles, mais pour autant, on ne peut pas s'empêcher de voir quand même certaines connexions. C'est ce qui est très beau dans la littérature, c'est que voilà, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus rien, il y a des référents un peu magiques. Donc j'ai beaucoup pensé à Molloy qui est là aussi dans son travail de ressassement. Le dernier passage, c'est une sorte de double du fils assalé qui vient l'agresser chez elle. Et là encore, alors ça pourrait être un fantôme du fils aussi, on pourrait l'incarner encore comme un double fantôme. Il y a beaucoup de fantômes dans ce roman. Il y a Mehdi Ben Barka, il y a un monsieur Georges français enterré au Maroc, il y a Halal, il y a Monique, enfin voilà, il y a des fantômes de partout. Et dans ce dernier passage, elle est face à ce jeune homme qui vient pour l'agresser, pour prendre de l'argent, et il veut lui faire dire un mot qu'elle ne dit jamais. Mais j'ai un peu le sentiment que c'est aussi par cette partie-là qu'il y a le mea culpa d'Abdallah Taïa à tout ce qu'il n'a pas pu dire ou faire avec sa mère, et il l'a fait parler parce qu'en fait elle se sert de ce jeune voleur Jafar pour dire des choses de la société et de son fils. Est-ce que ça a été facile d'écrire ce passage? Comment t'as fait pour... C'est ma mère qui me l'a donné. Un jour, je l'ai appelée, elle m'a dit, tu sais ce qui m'est arrivé hier, un voleur est entré chez moi et je lui ai donné à manger. Ah, c'est arrivé pour de vrai? Oui, c'est incroyable. Et donc, elle avait déjà 75 ans et j'étais dans l'admiration totale parce qu'elle était toute seule à la maison à ce moment-là, tout le monde était parti, marié ou ailleurs. Et elle m'a dit voilà, donc elle a compris que face au danger, il fallait lui donner à manger ce voleur au lieu qu'il plante le couteau dans son ventre, dans son cœur. Et j'ai trouvé ça sublime. Tout ce qu'elle me raconte, je me dis un jour il faudra que je prenne ce chapitre, c'est ce qu'elle est en train de me raconter là, et l'écrire tel qu'elle me le raconte là. Cette confrontation, elle m'a donné la situation, les personnages et ce qu'il fallait dire. C'est pour ça que je dis ma mère était écrivaine. Je suis écrivain parce que ma mère est écrivaine. C'est l'écriture, les gens y croient parce qu'on a fait des études, que j'ai lu Beckett et Dostoïevski, que je suis devenu écrivain. Pas du tout. L'écriture ne peut pas venir des autres écrivains. Elle vient de comment nous, on y remplit par nos propres vies et par les tragédies de nos propres vies, les violences et les poésies de notre propre vie. Et ma mère, je te dis, elle a 75 ans, elle pourrait crier au secours. Au contraire, elle a négocié avec le voleur. Et donc j'ai pris cette situation et je n'ai fait que reproduire la vérité et l'intelligence de ma mère face à tous ces dangers qui l'entourent. Et pourtant, elle n'a jamais rêvé ni de quitter le Maroc, ni d'aller d'ailleurs, mais de construire et de manger, dévorer et de diriger tous ces hommes, à commencer par mon père. Voilà, il fallait que ce livre soit non pas le livre du fils vers la mère, mais juste le fils qui est moi, qui se rétracte et laisse la mère écrire. C'est même pas moi l'auteur de certaines façons de ce livre, c'est elle. Abdallah, merci beaucoup, c'est très beau. Tu finis sur. C'est très beau ce que tu dis en fait. Voilà. On est écrit aussi par les autres finalement. Merci Abdallah, merci Sofiane. Merci à toi Stéphanie. Le moment qu'on a vécu avec toi à la librairie Les Insolites, je peux te l'assurer que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Ce qui est sorti là pendant ces quasi 4 heures de rencontre avec Sofiane et moi autour du roman Vivre à ta lumière, c'est un moment magique, extraordinaire, historique.
Et je te le jure, il y avait quelque chose de la réparation qui a eu lieu là. Et merci de tout mon cœur, Stéphanie. Vous avez aussi réparé beaucoup de choses, tous les deux. Merci beaucoup.